Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour débriefer un petit peu ces demi-finales de l'US Open. Et surtout, ça y est, on connaît les affiches de l'US. Franchement, moi, c'est deux affiches qui me plaisent énormément. On va prendre le temps de débriefer ensemble. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Dans un premier temps, on va parler des demi-finales hommes qui viennent de se terminer, qui se sont passées hier soir. Ensuite, on va faire une petite preview de la finale dames. Et ensuite, on va parler aussi de la finale homme. On commence évidemment avec le numéro 1 mondial qui répond présent face à Jack Draper. Alors, on ne va pas s'éterniser sur ce match. Je vais vous donner mon avis. J'ai trouvé que c'était un bon match de tennis, que ça jouait bien. Mais clairement, on voit la différence entre les deux joueurs qui est claire et nette, que ce soit dans les moments importants ou que ce soit physiquement. On a un Jack Draper qui était dans le dur, clairement, qui a même vomi, on va voir l'image après, durant la partie, qui a dit que si ce n'était pas un match de Grand Chelem, il aurait sûrement abandonné. En plus, on parle d'une demi-finale de Grand Chelem face au numéro 1 mondial, donc on donne tout ce qu'on a, mais globalement, moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour Draper, parce qu'on est sur un super joueur de tennis qui joue extrêmement bien, qui a un tennis très agressif, très puissant. Mais en fait, quand on regarde, il a que des matchs faciles. Et c'est là qu'on se demande s'il avait eu quelques tests avec des 4 ou 5 sets, qu'est-ce que ça aurait pu donner pour lui? C'est une question que je me pose parce que clairement, alors, tous les matchs ne sont pas de la même intensité que face à Jannik Sinner. Mais hier, quand on voit l'état dans lequel il est, alors oui, il y a de l'humidité, oui, c'était dur aussi pour l'Italien, ils ont beaucoup transpiré les deux, mais on a clairement un Jack Draper qui était en énorme difficulté. Voilà, on le voit au milieu du deuxième set, qui a vomi, hein, les conditions étaient dures. Mais franchement, je trouve que au bout d'un set et demi, alors peut-être que tu es pris par l'enjeu, par le stress, etc. Mais c'est pas la première fois que ça lui arrive. Il avait déjà vomi contre Marcos Giron en début d'année à l'Open d'Australie sur un match en 5-7. On sait que c'est un joueur qui a eu quelques pépins physiques aussi. Donc il y a quand même une marge de progression énorme pour ce joueur sur ce secteur-là. Après voilà, c'est un joueur qui produit un très gros tennis. On sait qu'il est capable de faire jeu égal avec Sinner sur quelques séquences, sur quelques jeux. Mais quand on voit le tie-break de l'Italien, c'est là qu'on voit encore l'énorme marge entre les deux joueurs. Sinner qui fait un tie-break clinique, alors que Draper, il y a quand même quelques déchets et quelques fautes directes. Donc c'est encore ce qui sépare ces deux joueurs. Si on s'attarde un petit peu plus sur Sinner, il rejoint une liste de joueurs. Franchement, c'est exceptionnel. Voilà, c'est une année avec plus de 22 victoires en Grand Chelem depuis 2001. Qui a réalisé plus de 22 victoires en Grand Chelem depuis 2001? Voilà, ces quatre-là qu'on ne présente plus, on ne va pas s'attarder dessus. Moi, je trouve en fait que c'est totalement fou de voir Jannik Sinner à ce niveau-là. Il y a encore 2 ans, il y avait une marge de progression énorme. Moi, j'émettais beaucoup de doutes, vraiment, sur sa capacité à faire la transition défense-attaque pour suivre au filet, dans son petit jeu de variation, dans le jeu du chat et la souris un petit peu. Mais en fait, force est de constater qu'il a énormément travaillé, qu'il a beaucoup progressé sur tous les secteurs. Alors certains diront que oui, plus le match dure et plus il est un petit peu en galère. Mais c'est un peu une fausse lecture. Voilà, il y a des matchs qui sont plus ou moins durs, des scénarios qui ne tournent pas pour toi. Mais aujourd'hui, il y a très peu de failles chez l'Italien, vraiment. Par contre, il y a quelque chose qui pose question. C'est qu'hier, il a chuté. Il est mal retombé sur son poignet gauche. C'était fin du deuxième set, après que Draper ait vomi. Donc on était vraiment dans une séquence où les deux joueurs semblaient un petit peu diminuer. Sinner par une chute, Draper par les conditions. On sait qu'il y a aussi toujours cette histoire de hanche avec l'Italien. Donc comment ça va se passer pour lui? Déjà dans un premier temps, la finale face à Tyler Fritz, on va en parler après. Mais surtout pour la suite de sa carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que là, on est quand même en passe d'avoir un Alcaraz et un Sinner qui remportent les 4 grands chelems à eux deux. Alors Tyler Fritz peut créer la sensation, on va voir après, je vais vous donner mon avis. Mais on est quand même sur des temps de passage où on l'oublie trop souvent. Sinner et Alcaraz, ils ont des meilleurs temps de passage que Djokovic. Et Alcaraz était même devant Rafael Nadal. Enfin voilà, on est dans ces eaux-là. Et j'ai l'impression qu'on sous-estime un petit peu la performance de ces deux-là. Et très rapidement, en fait, ce qui est fou avec Sinner, c'est qu'il arrive à maintenir son niveau
sur 1, 2, 3, 4, 5 sets. Alors, on sait, ces stats en 5-7, elles ne sont pas fabuleuses, contrairement à Carlos Alcaraz qui a perdu qu'une seule fois en 5-7. Mais je trouve qu'il arrive à maintenir, un niveau de concentration et deux, un niveau de jeu monstrueux. Peu importe la durée, peu importe le nombre de sets et peu importe l'adversité. Moi, franchement, je trouve ça complètement fou. Et en finale, ce sera face à Tyler Fritz. Tyler Fritz qui s'est défait de Frances Tiafoe. Et ça, c'est un match référence pour l'Américain qui montre énormément de progrès. Alors, c'est pas un match référence forcément tennistique, puisque dans ce match, on est tous un peu d'accord pour dire que Tiafoe a quand même fait une meilleure partie globalement que Tyler Fritz, mais c'est bien Tyler qui s'en est sorti. Pour moi, c'était son match le plus difficile depuis le début du tournoi, parce que tu arrives contre un compatriote en demi-finale de Grand Chelem, tu l'as battu 6 fois, tu n'as perdu qu'une seule fois. La défaite, en fait, elle est interdite. Tout le monde va te dire, mais si tu perds ce match, en fait, c'est catastrophique. Tu n'as pas le droit de perdre ce match. Là, franchement, s'il perd ce match, il peut prendre un énorme coup au moral. Donc, il a quand même un statut à défendre. Et au final, il faut quand même noter les énormes progrès de Tyler Fritz depuis un bon moment qui sont récompensés. Quart à l'US, quart à l'Australian, 8e à Roland, quart à Wimbledon. Et aujourd'hui, finale quand même à l'US, donc c'est quand même des progrès. Il y a un niveau de jeu moyen qui est très élevé. C'est un joueur qui tourne autour de la 10e place mondiale maintenant depuis plusieurs années. Moi, ça me plaît clairement de voir Tyler Fritz en finale d'un tournoi du Grand Chelem, parce que petit aparté, cette finale, on va en parler après, me plaît énormément. On a Sinner qui est un nouveau patron du circuit avec Carlos Alcaraz, et on a des joueurs qui travaillent, on a des joueurs qui progressent, et c'est eux aussi qui font que l'intérêt du tennis peut perdurer. Voilà, c'est bien, on a eu Djokovic, on a eu Nadal, on a eu Federer, c'était génial, mais on ne peut pas espérer que ce soit toujours comme ça. À un moment, il faut aussi faire en sorte que d'autres joueurs puissent remporter des titres. Et c'est vrai que Tyler Fritz, quand il a remporté son premier Master 1000 contre Rafael Nadal, c'était en 2022, juste ici, à Indian Wells. Voilà. Ça a été quand même un petit tournant dans sa carrière. Il a été capable de battre un très grand joueur chez lui aux États-Unis. Donc, c'est quand même des victoires références, des bons temps de passage. Derrière, il avait eu du mal à confirmer en Master 1000, une petite demi en 2023. Mais voilà, c'est pas non plus des très bons résultats sur la fin d'année. On va débriefer et on va faire une petite preview après de la finale. Mais juste très rapidement comme ça, bravo à Tyler Fritz qui s'en est sorti dans un match très compliqué. Un petit mot évidemment sur Frances Tiafoe qui s'est complètement sabordé tout seul. Il avait le match en main. C'est lui qui globalement dominait, même si au niveau du score, c'était très accroché. Mais là, on est sur un jeu où, il l'a dit en conférence de presse, il s'est fait rattraper par les émotions. Il s'est peut-être vu un petit peu trop vite en finale de l'US Open, chez lui à domicile. À ce moment-là, il a 2 balles pour revenir à 5 partout. Et franchement, en fait, il déroule sur ses jeux de service. C'est lui qui domine. C'est lui qui, globalement, fait meilleure impression dans les changements de direction. Il a fait énormément de revers longue ligne pour embêter Tyler Fritz, qui avait beaucoup de mal dans les déplacements latéraux. Enfin, j'ai trouvé Tiafoe dans la variation, dans les changements de direction et dans les changements de trajectoire très intéressant. Mais globalement, on a vu un joueur un peu plus instable mentalement, émotionnellement, qui a pas forcément su gérer l'événement, mais qui l'a moins bien géré que Tyler Fritz, qui lui a attendu son moment. Il a attendu son moment et le moment, ça a été ce moment de décompression. Voilà, Tiafoe qui à 15-40 fait une première double faute. À 40-30, il fait une deuxième double faute. Donc là, Fritz revient à 40A. Et Fritz, sans rien faire, se retrouve à 2 points du set. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à juste remettre un petit peu la balle, il défend. Tiafoe va faire un coup droit boisé qui va partir dans les nuages. Et là, Tiafoe complètement pris de stress, peut-être un peu de crampe aussi, il l'a dit. À balle de 7 pour Fritz, il va tenter un amorti qu'il ne va pas du tout contrôler. Il va faire 2 doubles et 2 fautes directes côté coup droit pour littéralement offrir le set à Tyler Fritz. Et derrière, il n'arrivera plus à gagner un jeu de service dans la 5e manche. Donc voilà, dommage pour l'Américain, mais peut-être un peu émoussé physiquement aussi avec sa superbe tournée nord-américaine. On le rappelle, il avait fait finale à Cincinnati. On part du côté des femmes
avec une très belle finale, une très belle affiche entre Sabalenka et Pegula. Elles se sont jouées 7 fois. Sabalenka mène 5-2 dans les affrontements entre les deux joueuses. Très rapidement, on fait un petit tour des stats. 8h20 pour Sabalenka, 9h pour Pegula. Globalement, elles font un très bon tournoi. Elles ont des stats globalement similaires. On ne va pas trouver grand chose à dire si on regarde que les stats. Je voudrais revenir aussi sur leur saison 45-11, 36-11. Et surtout, les deux joueuses se sont affrontées ici à Cincinnati. C'était en finale. C'était il n'y a même pas 3 semaines. Et ça, on a quand même des bonnes informations dessus. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter ici un très haut pourcentage de première balle et surtout, derrière sa première balle, Sabalenka, que 3 petits points perdus. C'est-à-dire que Pegula a énormément de mal à relancer la première balle de la Biélorusse. Une seule petite balle de break concédée de la part de Sabalenka. Donc ça, extrêmement intéressant. Intéressant aussi de voir la différence derrière la deuxième balle. La deuxième balle, 65%, c'est énorme pour Sabalenka. Seulement 45%. Elle est tout de suite sous pression quand elle ne passe pas sa première. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit que premier set, très élevé. Et deuxième set, Pegula, ça chute un petit peu au niveau des pourcentages. On va regarder le déroulé du match. C'était un match plutôt facile dans la première manche. Et dans la deuxième manche, pareil, avec un break très tôt. Mais il y a ce petit moment-là qui peut être intéressant, vraiment, parce qu'elle a servi pour le match. Sabalenka, elle s'est fait débreaker, rattraper un petit peu par l'événement sûrement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a su réagir directement, et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce match entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka, qui était l'affiche de la finale l'année passée à l'US Open, où Sabalenka globalement maîtrisait sa finale, elle déroulait, mais elle a été rattrapée un petit peu par l'ambiance du stade parce qu'elle jouait une locale, et ça c'est peut-être aussi quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'elle va réussir à gérer l'événement? Globalement, je pense que ce match contre Coco Gauff, il est fondateur. Il est fondateur pour Sabalenka parce que ça lui est arrivé une fois, elle a bossé, et je ne pense pas que ça puisse lui arriver une deuxième fois. Elle va jouer une joueuse qui est un petit peu moins forte que Coco Gauff l'année passée. Je trouve que Pegula, voilà, elle fait globalement le meilleur tournoi de sa carrière. En Grand Chelem, il faut quand même réaliser que cette année, c'est deuxième tour à l'Open d'Australie, sur dur, hein, il ne faut pas l'oublier. Elle n'a pas joué Roland Garros, et deuxième tour à Wim. L'année passée à l'US, c'était 8e. Enfin voilà, on voit que son meilleur résultat en Grand Chelem, c'était un quart de finale. Comment elle, novice, peut gérer cet événement? J'ai du mal à imaginer un retournement de situation de la sorte, même s'il y a la magie du Arthur Ashe, que le stade est fou, qu'il va y avoir une américaine en finale. Là, on est quand même sur Sabalenka, qui est complètement patronne de son sujet. Donc pour moi, c'est assez clair. Je pense que ça va être le même style de finale que l'Open d'Australie contre Qin Wenzheng, où Sabalenka, en fait, elle va juste dérouler son tennis. On va se lever et on va l'applaudir, quoi. Place à la finale messieurs maintenant, entre Sinner et Taylor Fritz. On en a très légèrement parlé tout à l'heure. Les deux joueurs se sont affrontés 2 fois. Et on voit qu'ici, le dernier match a été remporté par Yannick Sinner. C'était il y a près d'1 an à Indian Wells. Fritz avait pris son set. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans cette finale, c'est qu'on a un local. C'est toujours très intéressant d'avoir un joueur qui joue à domicile contre un joueur qui est ultra favori. Il peut se passer des choses surnaturelles dans ce genre de match, des choses qu'on ne peut pas prévoir, des choses qui ne s'expliquent pas. Dans quel état, je pose la question, dites-moi dans les commentaires, dans quel état va arriver Sinner? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est pas du bluff? Est-ce que sa hanche va bien? Est-ce que sa hanche, il y a toujours un problème? Est-ce que le poignet, finalement, il s'est passé quelque chose d'assez grave et donc en revers, il peut-être être déréglé? En tout cas, il y a quelques incertitudes. Oui, tennistiquement, aujourd'hui, Sinner est un meilleur joueur que Taylor Fritz, mais il n'y a pas que ça. Il y a une finale de Grand Chelem. Alors, certes, aujourd'hui, Sinner, c'est un vainqueur de Grand Chelem. Il peut prendre son 2e cette année, mais je pense quand même qu'il ne faut pas sous-estimer les progrès de Taylor Fritz. Alors, ce serait quand même assez osé de dire que Taylor Fritz va remporter cette partie, mais moi, je vois un match très accroché parce que clairement, Taylor Fritz, il arrive, il y croit. Il dit, j'ai l'impression que dimanche, je vais aller sur le terrain, très bien jouer et gagner. Il l'a dit et tout à l'heure, on en parlait. Pour lui, vous pouvez mettre une petite pause, mais c'était le match le plus dur à jouer contre Tiafoe, puisqu'affronter un autre Américain et arriver en tant que favori,
en raison d'un face-à-face favorable, cela a été difficile à gérer. Il a géré un match très compliqué et là il arrive en finale avec plus aucune pression. Ça y est, le Graal est touché, j'atteins une finale de Grand Chelem, j'ai rien à perdre. Je joue Sinner qui est ultra favori, qui est numéro 1 mondial, qui est le meilleur joueur sur dur aujourd'hui sans contestation possible. Donc je vais y aller, je vais faire mon match, je vais compter sur l'apport du public et ça peut transcender un joueur. Comment Sinner va réagir à ça? Comment Sinner va réagir à un Arthur Ashe à l'avantage de Fritz? Je pose la question. Sabalenka s'est fait avoir l'année passée face à Coco Gauff. Comment Sinner peut réagir dans cet environnement? C'est un environnement très spécial, hein, l'US Open, avec des conditions forcément pas évidentes. On sait l'humidité, etc. Moi, je me pose vraiment la question. Je pense qu'il peut y avoir un match très accroché. J'irai sur un 5-7. Et après, sur le 5-7, j'ai envie de voir un petit peu comment justement réagit Sinner sur ses antécédents. Est-ce qu'il va réussir enfin à passer ce cap, même si oui, évidemment, il a le repère contre Daniil Medvedev à l'Open d'Australie où il était mené de 7-0, il a réussi à revenir, mais c'était pas la même ambiance. On était sur un Medvedev qui était fatigué, éprouvé mentalement, physiquement. Là, on est sur un Fritz qui se cherche sur une dynamique. Casper Ruud, Zverev, son pote Tiafoe en demi. Il a passé des étapes, il a progressé mentalement, physiquement. Je pense que clairement, on va être sur une affiche beaucoup plus serrée que ce qui est prévu. Moi, je partirai sur un 5-7. Petit avantage évidemment à Sinner, mais j'ai envie de croire que Taylor Fritz peut réaliser l'exploit. En tout cas, j'en suis convaincu. Je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on ait un nouveau vainqueur de Grand Chelem. L'US Open réserve souvent des surprises, alors pourquoi pas cette fois? Et pour finir, mon avis sur l'affiche, moi j'adore. J'adore cette affiche, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis heureux de voir des joueurs progresser, de voir des joueurs émerger. Ça ne me dérange pas du tout que des joueurs top 20, top 25, peut-être top 30 soient en demi-finale de Grand Chelem. Peut-être même arrivent, si c'était Tiafoe en finale de Grand Chelem, j'aurais été vraiment très content. On a besoin, le tennis a besoin de fermer le chapitre de Nadal, Djokovic et Federer. Djokovic est encore là un petit peu, il vient de remporter les JO. Moi, mon avis sur Djoko, très vite, je pense que très rapidement, on va passer à autre chose parce que on arrive maintenant sur des conditions physiques où tous les joueurs peuvent rivaliser. Mais je suis heureux de voir de nouvelles affiches, de voir des joueurs qui ont enfin des opportunités. Pendant presque 60 grands chelems, il n'y a eu aucune porte ouverte, c'était toujours pour les trois mêmes. Et le tennis a besoin de renouveau, le tennis a besoin de nouveaux noms, a besoin de jeunesse, a besoin de joueurs qui progressent, à l'image de Taylor Fritz qui, pendant plusieurs années, a galéré à se frayer un chemin pour aller en quart de finale et souvent tomber contre Novak Djokovic. Donc voilà, c'est un petit peu la consécration pour lui, mais aussi pour le tennis en général. On a besoin de ça. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit like, ça m'aide énormément. C'est le début de la chaîne. On est en plein développement. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très vite pour faire le débrief des finales.